Bonjour à tous. Nous poursuivons notre étude de Swing et j'aimerais maintenant vous montrer comment définir vos propres composants graphiques. À titre d'exemple, nous allons développer un composant de tracé de courbes mathématiques. Par exemple, on passe une fonction sinus ou une fonction cosinus à notre composant graphique et il se débrouille de tracer la courbe. Alors pour ce faire, j'ai commencé un petit peu à préparer des choses. Et donc j'ai codé ici deux classes dans un nouveau projet. Donc le projet, je l'ai appelé Curve Tracer, très bien. Et donc la première classe, elle s'appelle aussi Curve Tracer. Et comme vous pouvez le voir, rien de bien méchant, c'est une fenêtre graphique. Tout comme on l'a vu sur les tutos précédents. Donc elle étant bien entendu JFrame, elle définit un identifiant unique pour éviter le warning de type serial. Cette classe porte mon main, mon point de démarrage de mon programme, et donc ce main commence par définir un look and feel. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai utilisé un look and feel de type Nimbus, c'est mon préféré, je vous invite à l'utiliser. Ensuite, on crée une fenêtre, et on affiche cette fenêtre. Bien entendu, en créant la fenêtre, on va rentrer dans le constructeur. Et donc ce constructeur fixe un titre à la fenêtre. Il dit ce qu'on fait en cas de clic sur la croix ici en haut à gauche, à droite de ma fenêtre, excusez-moi. Et donc on dit qu'on libère toutes les ressources de la fenêtre. Ensuite, on récupère le content pane, on va l'utiliser dans quelques minutes. Et puis ici, on fixe une taille à la fenêtre et on la place en plein milieu de l'écran. Donc, arrivé à ce stade-là, on doit avoir une fenêtre de ce type-là. Très bien. Ensuite, j'ai créé une classe CurveCanvas. C'est elle qui est la plus importante dans toute ma discussion. Et donc, cette classe, elle va étendre JComponent. Alors, pour être plus précis, c'est javax.swing.jComponent. Donc cette classe, c'est la classe mère de tous les composants graphiques qu'on retrouve au niveau de la librairie Swing. Que ce soit un JButton, un JTextField, un JTextArea, un JLabel, tout ça, ce sont des JComponents. Si je veux faire mon propre composant graphique Swing, je me dois d'hériter de cette classe. C'est ce que je fais. Tout comme la JFrame, si vous voulez éviter un warning, là, le mieux c'est de mettre un identifiant unique. Je vous rappelle, si vous n'avez pas cet identifiant unique, vous utilisez l'assistant qui est ici. Vous cliquez donc sur la petite ampoule et on peut faire un Add Generated Serial Version UID. C'est par rapport au moteur de persistance, mais disons que c'est un point qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc là, j'ai un composant graphique. Alors on est bien d'accord, pour le moment, il ne fait pas grand-chose. Il ne dit même pas comment il va se dessiner. Donc pour le moment, le composant graphique, il sera tout gris. Ce qui veut dire que si je l'ajoute dans ma fenêtre, on avance, mais pour autant, ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau du visuel, étant donné que la fenêtre va continuer à rester toute grise. Regardez, je fais un contentPane.add. J'ajoute quoi? J'ajoute un new CurveCanvas. Alors vous ne trompez pas, choisissez bien la classe CurveCanvas et non pas CurveTracer. Et on place ce composant graphique au centre de la fenêtre. On verra tout à l'heure, j'utiliserai aussi la zone nord pour ajouter rapidement deux boutons. Regardez, je relance mon application et cette fois-ci, j'ai bien mon composant graphique, sauf qu'on ne voit pas de différence. Il faut donc dire comment tracer ce composant graphique. Eh bien, j'y vais, regardez. Une méthode importante dans un composant Swing, c'est la méthode paintComponent. Regardez, vous tapez paint, ou en tout cas les premières lettres, faites CTRL espace, et comme vous pouvez le constater, je peux créer donc une méthode qui s'appelle paintComponent. Alors l'override, ça veut dire qu'il y a déjà une définition au niveau de la classe parente. Mais nous, on va compléter cette définition en rajoutant ce qu'on a à dessiner pour notre composant. Alors cette méthode prend en paramètre un objet de type graphics. Bon là, on l'a appelé G. Moi, j'aime bien renommer ce paramètre. J'utilise le refactoring pour changer toutes les occurrences. Et donc, je vais l'appeler plutôt graphics. Vous avez vu, en faisant le refactoring, ça change aussi à ce niveau-là le nom de mon élément. Donc très bien. Et donc notre graphics, c'est lui qui va nous permettre de dessiner sur le composant. Il propose des méthodes qui permettent de configurer cet objet, mais ils ont aussi des méthodes qui nous permettent de dessiner différents éléments. Regardez, je vais commencer déjà par mettre un fond blanc. Donc ici, je mets un petit commentaire, histoire qu'on s'y retrouve. Donc ça va être un background, et ce background va être blanc.
Donc, comment je fais pour tracer un fond blanc? Ben, je vais faire un graphics. Et sur ce graphics, je vais faire un set color. Donc on peut fixer la couleur du graphics. Le graphics, il faut le voir quasiment comme étant un stylo, si vous voulez. Et donc là, je change la couleur du stylo. C'est comme si vous aviez un stylo 4 couleurs, là peut-être que vous en avez déjà eu. On peut changer la couleur sur le stylo. C'est un petit peu la même idée, sauf que là, on a beaucoup plus de couleurs que 4. Mais je peux choisir ma couleur. Alors pour ma couleur, soit je fais un new color et je fixe ma couleur à chaque composante près, pour le rouge, le vert et le bleu. Soit éventuellement, j'utilise des couleurs constantes. C'est ce que je vais utiliser ici. Si je fais un color.white, j'ai normalement du blanc. Grâce à mon graphics, grâce à mon stylo, si vous préférez, maintenant je vais lui dire, tu vas me remplir un rectangle. Donc fil rect, ça va faire un rectangle, et je vais le remplir avec ma couleur, donc le blanc. Je démarre mon rectangle en 0, 0, c'est les deux premiers entiers que vous fixez, ce sont les coordonnées X et Y. Et ensuite, comme vous pouvez le constater, vous devez fournir un width et un height. Et là, on ne va pas se compliquer la vie, on ne sait pas trop la taille de notre composant graphique, ça dépend de la taille de la fenêtre. Qui plus est, si je retaille la fenêtre, il devra éventuellement redessiner les nouvelles zones découvertes suite au retaillage. Donc le mieux, c'est de demander au composant graphique de me retourner lui-même sa taille. Donc si je fais un this.getWidth, à savoir le curve canvas, il me renverra bien la taille de ce composant. Donc là déjà, on vient de changer les choses, et donc maintenant notre composant graphique il est blanc. Regardez, je me remets sur Curve Tracer, je relance cette fenêtre graphique, et donc vous avez vu ici, on a le composant qui est blanc. La barre noire, là, c'est un petit bug d'affichage que j'ai sur mon Linux, mais c'est un petit point de détail. Quand je vais rajouter tout à l'heure des composants graphiques, ça devrait ne plus apparaître. En tout cas, on a notre composant graphique ici, il est bien maintenant blanc. Bon, après, pourquoi pas, on pourrait tracer les axes. Alors je commence par un truc peut-être un petit peu moche dans un premier temps, mais c'est pour vous faire voir qu'on peut faire ce qu'on veut. Je vais me mettre en couleur red, ça c'est pour bien le voir. Et au lieu de faire un fil rect ici, là je peux faire des draws. Et comme vous pouvez le constater, il y a plein de draws qui me sont proposés. Je peux tracer des ovales, des rectangles, des lignes, des chaînes de caractères. À moi de choisir le draw qui m'importe. Là, je vais faire un draw line. Je garde exactement les mêmes coordonnées pour le moment, à savoir 0, 0, et puis je descends jusqu'en getWidth, get8. Sauf que là, je lui demande de me tracer une ligne avec la couleur au rouge. Alors ça ne va pas forcément être très très joli, mais c'est pour vous montrer en tout cas que c'est parti. Vous voyez, on a tracé une ligne qui va de là jusque là. Si je retaille mon composant graphique, vous avez vu, la ligne rouge se repositionne dans l'espace graphique que je lui donne. Ok, donc maintenant si je veux que ça ressemble à des axes, il va falloir faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Alors pour les axes rouges, c'est peut-être un petit peu flashy, un peu voyant, donc je vais proposer d'utiliser une autre constante, grey, donc on va se mettre en gris, et donc je vais faire un drawline. Ce drawline, je vais partir en 0 en X. Pour la hauteur, je vais faire un get8 que je vais diviser par 2. Donc en gros, si on imagine que la fenêtre, c'est mon éditeur qui est ici, d'accord, je me place sur le coin gauche et à peu près au milieu de la hauteur. Ce que je veux, c'est tracer l'axe jusqu'à la fin du composant graphique en restant sur la moitié de la hauteur au niveau de la hauteur. Donc je vais rester sur la moitié. Donc ici, je vais jusqu'à getWidth, et donc je mets un get8 divisé par 2. Maintenant, mon repère, il faut aussi que je trace l'axe vertical. Donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'on inverse les choses. Là, ici, c'est un getWidth divisé par 2. J'attaque à 0. Donc là, je viens de me placer à peu près au milieu de mon composant graphique en termes de largeur et 0 en hauteur, et je vais descendre jusqu'à au point entre guillemets qui sera au plus bas mais centré au milieu de la largeur. Donc ici je garde un getWidth divisé par 2 et je descends jusqu'à get8.
Regardez, en cliquant ici, il relance le dernier main qui avait été démarré. Et donc, on a bien l'axe horizontal et l'axe vertical. Maintenant, ce qu'on pourrait rajouter, c'est quelques valeurs sur ces axes. Je ne vais pas tous les mettre en guise d'exemple. Moi, je vous propose de mettre toutes les valeurs. Moi, je vais en mettre 3, ça suffira amplement. Comprenez une chose, on va tracer des courbes sinus et cosinus. Du coup, on va avoir donc des fonctions trigonométriques. Et la période de ces fonctions trigonométriques, c'est entre moins pi et pi. On a une période de 2pi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que je serai entre moins pi et pi sur l'axe des x, entre moins 1 et 1 sur l'axe des y. Du coup, regardez, je vais choisir une nouvelle couleur. Donc là, je vais mettre en black pour les textes. Et encore une fois, grâce à mon graphics, je vais pouvoir faire des draws. Cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est un draw string. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est assez simple à utiliser. Je fixe ma chaîne de caractères en premier paramètre. Et ensuite, je donne le coin gauche, mais basé sur la baseline du texte. D'accord ? La baseline, c'est la ligne de base. Donc, si je considère cette ligne-là, la baseline, elle commence... Alors, j'ai du mal à vous le montrer, mais au niveau du coin haut gauche de mon curseur ici. D'accord ? Donc, il y a le jambage qui sera en dessous de la baseline. Donc on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer 0, 0. C'est les coordonnées du centre. Et donc ces coordonnées du centre, elles sont à peu près au milieu. Sauf que je vais mettre des petits décalages pour pouvoir tenir compte des marges. Je vous propose, alors notez qu'ici, il attend un entier. Moi, je vais faire des calculs là, qui vont me ramener à des doubles. Donc, à un moment donné, je referai un cast pour ramener sur un entier. Ici, donc, je vais faire un getWidth. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le multiplier par 0,51. Donc, en gros, 0,5, ça me ramène quasiment au milieu de la largeur. Et je me décale un petit peu pour que mon texte ne soit pas complètement collé à l'axe vertical. Je veux un petit peu me décaler. Et en gros, je fais à peu près la même chose. Pour la coordonnée en hauteur, je fais un get8 et je vais multiplier ce get8. J'ai fait une petite bêtise, là, il faut que j'enlève le point virgule, voilà. Et donc je vais multiplier ce get8 par 0,54. Allez, je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Je relance mon composant graphique et vous avez vu, j'ai mon texte, c'est plutôt même très bien. Et donc j'ai mon texte qui est calé à ce niveau-là. Comme j'ai fait en pourcentage par rapport à getWidth et get8, vous avez vu, si je retaille ma fenêtre, ça suit à peu près, on reste à peu près calé au même endroit. Ok, du coup, je vais conserver 2 lignes supplémentaires. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre moins. Ce que je veux afficher, c'est moins pi. D'accord, bon, je suis sûr que vous avez tous le même problème que moi, à savoir comment afficher le caractère pi à partir de notre clavier. On ne l'a pas. Donc du coup, je vais utiliser une séquence Unicode, et là, c'est le 03C0. Bon, ça, il faut le savoir. Ça, c'est le code Unicode en hexadécimal du caractère pi minuscule. Si vous voulez un pi majuscule, c'est un A0. D'accord, bon, moi je reste sur C. Bon, donc on va de moins pi à pi. D'accord, donc ça c'est mes bornes à gauche et à droite. Et donc en gros, c'est à peu près la même logique. Alors on restera sur la même hauteur. Mon 0,54 il est plutôt pas mal. Là ce qu'il faut par contre, c'est que je me décale un petit peu ici, pourquoi pas. Et puis là je vais mettre 0,96. Ça devrait être pas trop mal, je pense. Donc je me décale un petit peu pour pas être collé complètement sur le bord gauche. Et ça c'est pour pas être complètement collé sur le bord droit. D'accord, à gauche, j'affiche moins pi. À droite, j'affiche pi. Allez, on vérifie ce que ça donne. C'est pas mal. N'oubliez pas, en interne, le moteur Java, il est full Unicode. D'accord, donc un caractère peut être de n'importe quelle nature. Il n'y a pas que les caractères latins qui sont supportés. Et donc ici, il sait parfaitement tracer un caractère pi.
Ok, donc on a notre composant. Donc vous avez vu là, notre composant, cette fois-ci, il commence vraiment à ressembler à quelque chose de graphique. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est tracer une courbe à l'intérieur, hein. Avec ma souris, là, je m'amuse à prédessiner un sinus. Donc il serait temps maintenant de commencer à tracer ma courbe. Alors, le problème que je rencontre, mais je vais essayer de trouver une solution que je qualifierais d'élégante, mais le problème, c'est que ce que je voudrais, c'est que mon composant soit en mesure d'afficher une courbe quelconque. Alors c'est vrai que si j'ai des courbes autres que des courbes sinusoïdales, bon, la période, elle peut être gênante. Dans ce cas-là, il faudra certainement trouver un moyen d'externaliser les informations quant aux bornes minimales et maximales. Moi, je vais câbler ça en dur dans mon programme, d'accord? Le moins pi à pi et le moins 1 à 1, ça va être câblé en dur dans mon programme. Mais pour autant, ce que je veux, c'est qu'on puisse facilement changer la courbe quand même. Donc le meilleur moyen que j'ai pour pouvoir m'abstraire de quelle est la fonction, c'est de passer par une interface. Regardez, ici, on va coder une interface. Cette interface, je vais la mettre directement dans ma classe. Je pourrais en faire un fichier autonome, mais là je m'inspire d'une façon de faire qui est très utilisée au niveau de la librairie Android. Souvent Android, les petites interfaces utilitaires, il les rattache aux composants qui portent cette interface-là. Ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est une possibilité. Ça permet d'éviter de démultiplier le nombre de fichiers de code. Je veux dire, si on a une interface qui définit qu'une seule et unique méthode, c'est vrai que c'est très lourd de faire plein de petits fichiers pour rien. Donc dans ce cas-là, vous pouvez la porter directement comme étant une classe à l'intérieur, ici, de notre Curve Canvas. Donc regardez, je vais faire un public, parce que cette interface, je veux la voir de l'extérieur. Effectivement, dans Curve Tracer, tout à l'heure, on rajoutera des boutons qui nous permettront de contrôler la courbe en cours d'affichage. Il faudra donc qu'ils puissent voir cette interface. Par contre, je vais la mettre statique. Ça, c'est pour ne pas avoir une inner class. Une inner class, elle a un double Z, c'est-à-dire qu'elle voit le type enfant, mais elle voit aussi le type portant, si vous voulez, à savoir le type Curve Canvas. Ça, j'en ai pas besoin. Ça me permet de gagner sur mes méthodes un ZIS, un paramètre. Alors, c'est un paramètre implicite, c'est un petit peu subtil, mais ça m'évitera d'avoir le double ZIS. Donc, c'est une interface. Et je vais l'appeler Curve Function. Au passage, j'ai déjà fait tout un ensemble de tutos sur l'implémentation et la définition des interfaces. Donc pour de plus amples informations sur ce sujet-là, je vous renvoie vers les tutos en question. Et donc dans notre interface, on va fournir qu'une seule méthode. Cette méthode, elle sera publique. Elle va calculer un double. Pourquoi pas ma méthode, je vais l'appeler compute, pourquoi pas. Et ce double sera calculé à partir d'un paramètre, c'est le x, qui me sera passé à la fonction, à l'appel de chaque appel à compute. Et donc pour un double en x, il va falloir calculer un double en y. Donc ça, c'est mon interface. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est déjà définir un attribut de type curveFunction. C'est ma fonction. Et en gros, je vais par défaut lui donner une courbe. Allez, on peut partir du principe que par défaut, on cherche à afficher un sinus. Alors, comment je fais pour définir une instance de curveFunction? J'ai deux solutions principalement ici qui peuvent être utilisées. La première, ce serait d'utiliser donc la notion d'Anonymous class, excusez-moi. Et donc ici, ce que je fais, c'est une classe anonyme, donc qui n'a pas de nom, et dont je me sers pour un coup. Donc je fais le new à la volée. Regardez, je fais un new sur curveFunction, sauf que ça, c'est une interface, donc je dérive à la volée une implémentation qui va donc redéfinir mon compute. Et dans ce cas-là, ici, on pourrait retourner un mat. Sur la classe mat, vous avez une méthode qui s'appelle sinus. Si on me fournit un x, je calcule le sinus du x. Bon, ce serait une possibilité. En tout cas, si vous utilisez un JDK qui est antérieur à 8, c'est même la seule et unique façon que vous ayez de vous en sortir proprement. Sauf que là, moi, j'ai un Java un peu plus moderne. Donc, il y a une autre solution. Plutôt que d'utiliser une classe anonyme, ce que je peux utiliser, c'est une lambda. N'oubliez pas, je vous ramène vers le chapitre relatif au lambda. Pour rappel, tous les sujets que j'ai déjà traités se retrouvent au niveau de notre site, cours.fr, dans la section Java. Vous avez ici donc la section Java SE,
et vous avez le tutoriel avec les vidéos, plus les blabla explicatifs complémentaires à ces vidéos. Et donc si vous descendez un petit peu plus bas ici, vous devriez retrouver tout ce qui est relatif aux interfaces, définition d'interface, mais aussi aux implémentations, et y compris par le biais de Lambda. Donc vous retrouverez ici tout un ensemble d'informations complémentaires sur ces choses-là. Très bien. Donc ici, comment je vais définir ma lambda? Regardez, cette lambda, elle a pour objectif d'implémenter automatiquement la méthode, la seule et unique méthode de mon interface. Cette méthode, elle prend combien de paramètres? Elle prend un seul paramètre. Je vais l'appeler x. Ici. Je vais l'appeler x. On est bien d'accord, ce paramètre, il est de type double. Alors moi, je ne le vois pas ici. C'est sous-entendu, il va le déduire du type de l'interface qu'on a à ce niveau-là. La flèche, elle est là pour dire quel va être le code qui va être exécuté suite à un appel. Ça sera mat.sin sur la valeur du paramètre. C'est beaucoup plus compact que ce que j'ai pu écrire il y a quelques minutes. D'accord. Ce texte-là, en gros, le compilateur va l'utiliser pour automatiquement implémenter mon interface et donc fournir quelque chose de très proche de ce que j'ai tapé tout à l'heure avec ma classe anonyme. Si vous mettez la souris ici, il vous rappelle bien que x est un double. C'est marqué là. Et puis si vous mettez la souris sur la flèche, il vous dit que là, en gros, on est en train de redéfinir la fonction compute qui est définie dans l'interface curveFunction. Donc là, c'est très bien, on a notre fonction par défaut. Par défaut, c'est un calcul de sinus. Bon, ici, nous allons tracer notre courbe, mais avant de parler du tracé de la courbe, là, je mets juste un commentaire. Mais avant de tracer la courbe, je vais commencer par préparer des petites fonctions que je qualifierais d'utilitaires. Bon, juste au passage, j'y pense, on aura certainement un setFunction qui me permettra de pouvoir fixer une nouvelle courbe si jamais on nous le demande de l'extérieur. Alors, attention, si jamais vous fournissez un set comme ça qui permet de changer la fonction, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on change la fonction, il faut retracer la courbe. Pour forcer un retracé de la courbe, il faudra invoquer la méthode repaint. Si vous n'invoquez pas le repaint, on continuera à garder le tracé précédent. Donc à chaque fois qu'il y aura un changement de fonction au niveau de la courbe à tracer, on demandera une réactualisation du composant graphique. Bon, ça c'est un petit point de détail, mais surtout ce que je voulais faire, c'était fournir deux méthodes. Je vais les mettre private, ce sera mieux. Ces méthodes, il n'y a que mon composant qui va les voir, et elles vont me permettre de faire des transformations entre mes coordonnées logiques et mes coordonnées physiques. Comprenez, une fonction sinus, en termes de x, je vais de moins pi à pi. Par contre, quand je vais afficher mon composant graphique, en termes de pixels, là on sera à 0 pixels en x, et pas à moins pi, et on va y avoir ici approximativement 400 pixels si j'ai bon souvenir. C'est ça. Donc du coup, il faut transformer mes coordonnées logiques en coordonnées physiques. D'accord? Donc regardez bien, mes coordonnées logiques, elles sont de moins pi à pi. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une fonction de transformation de ces coordonnées. Je vais prendre en entrée une donnée de type double, une donnée flottante, ça va me renvoyer des pixels. Donc je vais retourner un entier. Je vais l'appeler x2pixel, pourquoi pas. Bon, vous trouvez un nom qui vous va bien, moi ça me semble pas trop mal. Et donc cette fonction, elle accepte en paramètre un x entre moins pi et pi. Comment je vais me débrouiller? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un x plus mat.pi. Donc j'étais entre moins pi et pi, si je rajoute pi, je me retrouve entre 0 et 2 pi. Si je divise par 2 pi, je me retrouve entre 0 et 1. Si je remultiplie le tout par getWidth,
bah, normalement, je me retrouve entre 0 et la taille de ma fenêtre graphique. Sauf que tout ça, ça me renvoie une valeur flottante. Donc je retransforme le tout en un entier. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est la valeur à retourner. Allez, si je n'ai pas fait de bêtises, normalement, ça devrait fonctionner. Alors attention à ce genre de fonction, hein. N'oubliez pas que par défaut, l'opération de division, si on a des doubles, ça renvoie une valeur double. Si les deux sont des entiers, ça renvoie une valeur entière, hein. Donc assurez-vous bien quand vous faites une division que vous ayez bien des flottants si c'est ce que vous voulez manipuler. Bon, là c'est notre cas, donc a priori on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises, mais je vous mets en garde malgré tout. Dans le même ordre d'idée, ici je vais faire un private int, bah, c'est un y 2 pixels. C'est pareil, je vais lui placer un Y. Et là, bah, c'est à peu près la même logique. Je suis entre -1 et 1, il faut que je me ramène entre 0 et un certain nombre de pixels. Pour autant, il y a une petite difficulté supplémentaire. En coordonnées logiques, le moins, il est là, en bas, -1. Le +1, il est en haut. Donc on croît en montant. Sauf qu'au niveau d'un composant graphique, bah, c'est complètement différent. Le 0, 0 au niveau pixel, il est dans le coin haut gauche en termes de pixels, hein. Et si on augmente, bah, on va descendre. Donc ici, on a en gros 400. D'accord, là j'ai 0 en hauteur, là j'ai 400 en hauteur. Donc en gros, on croît en sens opposé par rapport à mon repère graphique. Donc il faut penser à faire le changement de sens. Donc en gros, si je prends mon Y, il est entre -1 et 1. Si je fais Y plus 1, je me retrouve entre 0 et 2. Si je divise par 2.0, pour être sûr d'être en flottant, je me retrouve entre 0 et 1. Mais regardez, là, je vais faire 1 moins. J'étais entre 0 et 1. 1 moins quelque chose entre 0 et 1, je me retrouve entre 0 et 1. Sauf que je viens d'inverser ma courbe. En gros, je viens de basculer et de passer dans mon système de pixels qui dit qu'on va croître en descendant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je remultiplie le tout par ma hauteur pour avoir des pixels. Et donc tout ça, ça me renvoie un flottant que je retraduis, que je caste en un entier pour pouvoir envoyer mon pixel. Bon allez, si je ne me suis pas trompé, je devrais être pas mal sur mes fonctions de transformation. Je ne sais pas si vous avez tout bien suivi, mais j'ai essayé en tout cas de bien détailler l'approche. D'accord, l'idée c'est de se ramener entre quelque chose à 0 et 1 pour après le remultiplier par la taille de mon composant graphique. Voilà. Bon, du coup, ici je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'un step. Tout dépendra du step que vous allez mettre ici. Si vous le mettez trop grand, si vous mettez 1, en gros, on va avoir des grands pas entre chaque point. On est en coordonnées logiques, bien entendu. Si vous vous mettez entre 0, autour de 0.1, ça va être pas trop mal, hein. C'est-à-dire que tous les 0.1, on va calculer une nouvelle valeur. Là, on a 1. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 10 points, 10 mesures à ce niveau-là. Et 10 mesures aussi à ce niveau ici. D'accord? Si je mets du 1, ça veut dire que, oui, un peu plus, je dis une bêtise, il y aura plus que 10 mesures, je suis en -3, hein, -3, 14, d'accord, moins pi. Donc il va y avoir grosso modo une trentaine de points intermédiaires sur lesquels je vais aller approximer ma courbe. D'accord? Si je mets du 0.1, ça veut dire que là j'aurai 3 points intermédiaires. Donc il va tracer des segments et ça va être relativement moche. On s'amusera tout à l'heure à changer le step. Allez, pour avoir un résultat satisfaisant, je pense qu'un 0.1, ça devrait être pas si mal que ça. Ma courbe, bien entendu, je vais vouloir la voir avec une couleur particulière. Allez, je change un petit peu mon fusil d'épaule par rapport à ce que je fais depuis le début. À chaque fois, j'ai utilisé des constantes. Alors c'est bien, hein, les constantes. Mais si vous voulez une couleur spécifique, vous pouvez créer votre propre objet de type color. D'accord ? Dans ce cas-là, il faut lui passer 3 composantes, RGB, Red, Green, Blue. Et donc, je dis que je me mets à fond
sur le rouge. Donc ça devrait être très rouge. Je mets rien en termes de vert. Les composantes ici sont comprises entre 0 et 255. Chaque composante R, G ou B, d'accord, c'est un octet. Donc la valeur peut varier de 0 à 255. Et par contre, je me mets à fond sur le bleu. Donc comme je suis à fond dans le rouge et à fond dans le bleu, je devrais avoir un espèce de fuchsia bien flashy qui va être utilisé pour tracer ma courbe. Bon, bah, du coup, là, vous avez 16 millions de couleurs potentielles. Vous avez 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert et 256 nuances de bleu. Bon, bah, ça fait 16 millions de couleurs potentielles à votre disposition. Donc ici, on choisit un beau fuchsia. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point de démarrage. D'accord, je vais l'appeler Hold X. On va tracer la courbe en faisant des petits segments. En vérité, je vais tracer des tout petits segments, des toutes petites lignes, d'accord, d'un point à un autre. Donc je vais avoir un Hold X. Ben, mon Hold X, c'est X to pixel, donc je réinvoque ma fonction de transformation en pixels. Je pars de quoi? Je pars de moins mat.pi. Bon, ben, je transforme ce moins mat.pi en une coordonnée en pixels. Ce que je fais, c'est que je fais exactement la même chose pour le Y. D'accord, donc on fait un Y to pixel. Et donc, du coup, bah, c'est pareil, hein, j'invoque ma fonction donc, de transformation. Mais par contre, là, la valeur sera dépendante, clairement, de la fonction que j'aurai fournie. Je vous rappelle, on a ici défini une fonction qui, par défaut, implémente un sinus. Mais c'est bien quelque chose qui est basé sur l'interface curveFunction. Et donc, cette instance-là fournit une méthode compute. Donc ici, je fais un function.compute de quoi? De la valeur que j'utilise, à savoir moins mat.pi. Maintenant, je vous ai dit, je vais travailler par des petits segments consécutifs. Donc je vais attaquer une boucle. Cette boucle, elle va commencer où? Elle va commencer à moins mat.pi, hein. Donc je l'appelle logical x par exemple, donc c'est moins mat.pi. Mais comme j'ai déjà calculé le premier point, plus mon step. Je vais tourner tant que quoi? Tant que mon logical x sera inférieur à mat.pi, allez, plus le step, histoire d'être sûr de faire bien le dernier segment. Et à chaque tour de boucle, mon logical x, on va l'incrémenter avec le step. Du coup, il faut que je calcule les coordonnées du point d'arrivée. J'ai les coordonnées du point de départ. Maintenant, il me faut les coordonnées du point d'arrivée. Donc le x, c'est quoi? C'est un x to pixel de mon logical x. Et en gros, mon y, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait au-dessus. Hein. À ce niveau-là, on peut presque faire un copier-coller à ce niveau-là. Sauf que ce n'est pas de mat.pi ou un mat.pi qu'on va travailler, mais c'est la position courante. Parfait, j'ai quatre informations. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec quatre valeurs numériques, on est en mesure de tracer une ligne. Avec les deux premières informations qui fixent les coordonnées du point de départ et les deux dernières informations qui fixent les coordonnées du point d'arrivée. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je m'amuse à faire un graphics. Sur ce graphics, je fais un drawLine. Je pars de x et de y. Je vais jusqu'à hold x, hold y. Bon, là, on est presque bon. Si je lance ça, j'ai déjà un résultat. Mais il ne faut pas oublier de faire bouger le hold x et le hold y. Sinon, tous les points, on va toujours les faire partir de ces coordonnées de départ. Regardez, là, ça fait un résultat que j'aime bien en général. Voilà. Mais à chaque fois, on retrace de là. Donc, on voit bien que ça commence à ressembler à un sinus. On voit bien la courbe. D'accord? Mais à chaque fois, on repart de hold x et hold y. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenir hold x et hold y. Donc, hold x, il devient x. Et hold y, il devient y.
là c'est plus pareil. Cette fois-ci, j'ai bien ma courbe. Notez, comme on a tout fait en tenant compte de la hauteur et de la largeur de mon composant graphique, si je déplace, si je retaille ma fenêtre, la courbe se retrace correctement en fonction de l'espace disponible. Comme je vous disais tout à l'heure, si on veut avoir une jolie courbe, il nous faut des steps un petit peu courts. Si vous exagérez en termes de pas, si mon pas ici est beaucoup trop grand, du coup, ça donnera un résultat qui risque d'être un petit peu moins sympathique. Et donc là, on voit bien qu'on a à chaque fois 1 point, 2 points, 3 points. D'accord, bon, là, après, il a tracé jusqu'ici. Donc, c'est un petit peu segmenté. Donc, faites en sorte d'avoir ici un step un peu sympathique. Je trouve qu'un 0.1, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même en plein écran, on a quand même un rendu qui est assez sympathique. Bon, c'est pas mal, sauf que pour le moment, on ne peut pas changer notre courbe. Donc je vais m'arrêter là pour l'heure. Et regardez, je vais revenir ici. Et on va un petit peu modifier notre fenêtre. Ce que je vous propose de faire, c'est de rajouter 2 boutons. Donc regardez, je vais ici travailler avec des attributs. D'ailleurs, je vais avoir 3 attributs. Je suis en train de réfléchir que 3 attributs seront certainement la meilleure solution. J'aurai bien entendu un bouton sinus, donc c'est un new JButton. On va lui mettre un texte, sinus. C'est le nom de la fonction à tracer. Je vais avoir un autre bouton, c'est le cosinus. Et ce que j'aurai comme 3e attribut, c'est mon composant de tracé, mon curve canvas. Je vais l'appeler curve canvas. Et donc c'est un new curve canvas. Du coup, ici, je ne fais plus le new. J'injecte simplement le composant que j'ai créé. Et ce que je veux, c'est avoir 2 boutons dans la partie supérieure. Alors je vais faire en sorte que ces boutons prennent tout l'espace. Donc regardez, ce que je fais, c'est que je fais un new JPanel. Je vais l'appeler PNL Top. C'est un new JPanel. Et je vais lui placer, comme on l'a vu, une stratégie de positionnement des composants. Ce que je fais, c'est que je lui place la stratégie directement au niveau du constructeur du new JPanel. Et donc sa stratégie de positionnement, ça va être un grid layout. Je veux 2 boutons. Je vais faire un grid de 1 ligne, 2 colonnes. Dans ce grid, dans le composant de type PNL Top, qui est assujetti à une stratégie de positionnement grid layout, je vais lui ajouter mes 2 composants, à savoir mon bouton sinus et mon bouton cosinus. Du coup, il faut ajouter ce top, ce PNL Top, où ça au nord de mon border layout. Oui, on est bien d'accord, par défaut, n'oubliez pas, le content pane d'une JFrame, par défaut, a reçu une stratégie de positionnement de type border layout. C'est garanti par Swing. C'est marqué. Si vous reprenez les Javadoc, vous verrez dans la Javadoc, c'est bien indiqué que par défaut, un JFrame est lié à un border layout. Regardez, on relance notre interface graphique et on a bien nos 2 boutons. Alors c'est vrai que là, nos 2 boutons prennent tout l'espace de chacune des 2 cellules qu'on a mis au niveau du grid layout. Si on veut un petit peu aérer les choses, on peut ici mettre des gaps. Regardez, si je fais CTRL-SHIFT espace, là vous avez la signification de chacun des attributs. Donc on fixe le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et vous avez vu, on a 2 attributs supplémentaires, un horizontal gap et un vertical gap. Pour le horizontal gap, je vais mettre 10.
Bon, en vertical, je ne vais rien mettre du tout. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose, mais de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, étant donné qu'on n'a qu'une seule et unique ligne. Donc, quelle que soit la valeur que vous mettez là, il n'y aura aucun impact visuel. Alors, vous avez vu, on a bien un gap ici entre les deux de 10. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les frontières avec le panel dans lequel on est toujours un petit peu collé. Ça, ce n'est pas les gaps qui permettront d'aérer un petit peu les choses vis-à-vis du conteneur. D'accord ? Ça, il faudra changer la bordure au niveau du conteneur. Bon, au passage, ici, on a vu que le gap vertical n'avait aucun impact. Allez, je remets 0. Et regardez, ici, sur PNL Top, ce que je peux faire, c'est un set border. Ça tombe bien, c'est la première chose qu'il me propose. Et donc, pour créer un border, il me faut une instance de type border. Mais pour créer ce genre d'objet, en vérité, on a une classe utilitaire qui s'appelle le border factory. Et je peux faire un create avec différents types de border. Moi, je vais prendre un empty border, d'accord, et je vais fixer mes bordures à tous les niveaux. Je veux 10, 10, 10, et 10. Alors, à quoi correspondent ces 4 informations ? Le mieux, encore une fois, c'est de faire CTRL, SHIFT, espace. Et donc, on voit que la première coordonnée correspond au top, au border top, la deuxième au border left, ensuite au border bottom et au border right. Donc, je mets 4 bordures, équivalentes, 10 pixels de partout. Regardez, je relance mon interface graphique. Vous avez vu, j'ai 10 pixels en haut, 10 pixels à gauche, 10 pixels en bas et 10 pixels à droite. Plus le gap au niveau du border layout, tout est espacé de 10 pixels. C'est un petit peu plus joli. Ok, je suis satisfait de mon résultat. Très bien. Le problème, c'est que quand je clique sur mes boutons, rien ne se passe. Moi, ce que je veux, c'est changer la courbe. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on rappelle la fonction qu'on a préparée tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai fait faire un set function. Vous vous souvenez, il prenait la curve function à tracer. On avait fait en sorte aussi de garantir qu'à chaque clic, on redessinait le composant graphique. C'est une ligne super importante, ne l'oubliez pas. Je vous invite d'ailleurs à faire des essais sans, vous verrez, le résultat sera beaucoup moins sympathique. Donc il faut que je clique sur ça. Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver ? Regardez, ici je vais faire 2 fonctions utilitaires. Private, void, je vais l'appeler btn sinus listener. Ça prendra en paramètre un action event. Je vais utiliser des pointeurs sur des références sur méthode pour y arriver. D'accord, donc je prépare des méthodes que je vais lier à mes 2 boutons. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai préféré mettre le curve canvas en attribut de classe. Je l'ai enlevé du add à ce niveau-là pour le mettre en attribut. C'était pour y avoir accès ici. Et donc, sur ce curve canvas, je vais faire un set function. Et comme tout à l'heure, pour spécifier la fonction, je vais encore une fois utiliser une lambda. Pour un x, si je clique sur le bouton sinus, on renverra un mat.sin de la valeur en x. Regardez, copier, coller. Cette fois-ci, je vais l'appeler btn cosinus listener. Et si on clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'on va changer ? On va changer le nom de la fonction, à savoir un appel à mat.cos. Maintenant, il faut que je lie ces 2 méthodes à mes boutons. Regardez, je vais faire un btn sinus. Je vais faire un add, action listener. J'ajoute donc un écouteur. Il faut normalement que j'implémente un action listener et en gros, je délègue cette responsabilité au compilateur en lui fournissant simplement une référence sur méthode. Et c'est le compilateur qui va me produire ma classe anonyme qui va me servir à implémenter action listener. Action listener, n'oubliez pas, c'est une interface. Et donc la méthode vers laquelle moi je veux être redirigé, c'est btn sinus listener. Pareil ici, je veux un btn cosinus listener sur mon bouton btn cosinus, bien entendu. Attention au copier-coller, changez-moi bien tout, sans quoi vous allez avoir des petites surprises.
Bon, ben, très bien. Maintenant, j'ai rajouté mes gestionnaires d'événements. Ben, regardons un petit peu ce que ça donne. Ben, vous avez vu, quand je clique, ben, j'ai bien la courbe qui change. Ok, allez, je vais peut-être rajouter un dernier petit point. Regardez, ça c'est pour vous montrer comment on trouve ce genre d'informations. Ce que je veux faire, c'est utiliser sur un graphics en Java. Alors, mettez Java. Et ce que je veux, c'est avoir de l'anti-aliasing. L'anti-aliasing, c'est ce qui permet d'avoir un rendu en termes de tracé un petit peu plus sympathique. Je vais à ce niveau-là. Normalement, je devrais avoir ma réponse. Après, je vous fais voir pourquoi je veux faire ça. Mais donc, voilà comment on va fixer l'anti-aliasing. Pour comprendre ce que j'essaye de faire, ben, regardez. Je vais prendre cette courbe-là et je vais faire une capture d'écran. Voilà, j'ai fait un imprime écran, donc j'ai maintenant une image à ce niveau-là. Ben, cette image, je vais l'envoyer dans un outil d'affichage d'image. Ben, je vais prendre GIMP carrément. Bon, là, c'est plus qu'un outil d'affichage, c'est un outil d'édition d'image, mais ça, c'est pas grave. Mais ce que je peux faire facilement, c'est de zoomer. Ben, vous voyez ici, on voit bien que il n'y a pas d'anti-aliasing, ce qui veut dire que l'effet crénelage, là, je vais l'avoir. On voit bien les clac-clac-clac, les créneaux. Eh bien, regardez, je récupère ces deux lignes-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en gros, si vous voulez, on a l'anti-aliasing de base dans les composants graphiques Swing, mais on a un problème de typage qui est historique. Et donc, ici, ben, quand je définis mon Pine Component, je récupère ce qu'on appelle un graphics. Sur un graphics, sur le type de base, on n'a pas l'information. Donc, ce que je fais, c'est que je change mon graphics. En tout cas, je change de type et je le caste en graphics 2D. D'accord? Alors, graphics simple, voilà. Je vais changer le nom quand même. Pourquoi je fais ça? Parce que ce que je veux, c'est garder le terme graphics pour l'objet que je vais produire. Et sur ce graphics, ben, ce que je peux faire, c'est un set rendering int. Et donc, je vais lui mettre une petite évolution qui me permet d'avoir l'anti-aliasing qui est configuré à on. Vous avez vu, je n'ai pas changé grand-chose, j'ai juste renommé mon graphics pour garder le terme graphics disponible et j'ai utilisé donc graphics pour être typé graphics 2D. J'avais bien un objet de type graphics 2D, mais il était typé graphics. Donc à ce niveau-là, je n'avais pas la possibilité de lui mettre des rendering int. Ben, je fais un cast, ce qui me permet de l'obtenir. Petite astuce, je relance ma courbe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un petit peu plus joli normalement. Et d'ailleurs, c'est tellement joli que maintenant, on voit que le 0.1, là, c'est pas net. Donc, je peux encore améliorer ma courbe en disant qu'on va être à, allez, 0,05. Bon, je ferme les écrans précédents. Je relance mon application et je refais une capture d'écran. Je prends cette nouvelle capture d'écran et je vais l'ouvrir avec mon GIMP. Je zoome un petit peu et vous voyez, cette fois-ci, on a l'anti-aliasing qui a été mis en œuvre, à savoir, vous avez des pixels qui sont autour de votre ligne, mais avec des nuances de couleurs intermédiaires pour lisser un petit peu la courbe et avoir un meilleur rendu visuel. D'accord. Et au lieu d'avoir des pixels vraiment nets, ce qui fait cet effet de crénelage, ici vous avez quelque chose d'un petit peu plus fluide, d'un petit peu plus joli. Bon, voilà comment activer l'anti-aliasing au niveau d'une application Swing. Si vous voulez faire des petites choses vraiment fines et belles, je vous conseille vivement d'avoir ces petites choses-là. Regardez, du coup, je vais le rajouter ici, Activate Anti-aliasing. Et bien voilà, parfait.
Bon, ben, j'espère que ce tuto vous a plu hein, et donc vous avez appris à faire des jolis composants graphiques. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si maintenant vous voulez faire un composant qui n'existe pas. Avec cette technique-là, en tout cas, ce que je viens de vous montrer, c'est qu'on peut dessiner n'importe quoi. Donc si on peut dessiner n'importe quoi, on peut faire n'importe quel composant graphique. Alors, ce n'est pas forcément la seule et unique solution hein, pour pouvoir faire vos propres composants graphiques. Il y en a d'autres que je vous montrerai dans des futurs tutos. Mais en tout cas, déjà, avec ça, normalement, vous devriez être capable de répondre à n'importe quel besoin. Bon, bah, du coup, n'oubliez pas, si jamais vous voulez retrouver les codes que je viens de vous présenter hein, au niveau de cette démonstration, bah, vous pouvez aller sur notre site web, d'accord, donc cours.fr. Vous descendez dans la section Java, puis dans la section Swing ici, là vous avez toutes les ressources Swing, et à ce niveau-là, bah, vous retrouverez le tuto sur le composant que je viens de présenter. Donc vous pourrez ici récupérer l'intégralité des codes sources pour les deux classes hein, qu'on a produites. Donc n'hésitez pas à y venir. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez surtout pas à le repartager, hein, ça m'aide à faire connaître la chaîne YouTube. Voilà. Et puis pour ma part, je vous remercie de votre fidélité voilà, et de votre attention. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto. À bientôt.